Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous procédons aujourd'hui à la deuxième série d'auditions de notre commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. La commission d'enquête a souhaité que notre réunion d'aujourd'hui soit ouverte au public et à la presse. Un compte-rendu intégral en sera publié avec le rapport. Son enregistrement vidéo sera diffusé sur le site du Sénat. J'attire l'attention du public, pas très nombreux pour l'instant, mais j'attire l'attention du public présent qu'il est tenu d'assister à cette audition en silence. Toute personne qui troublerait les débats, par exemple en donnant des marques d'approbation ou d'improbation, sera exclue sur le champ. J'en viens à notre réunion. L'audition de notre collègue député Georges Fenech s'imposait de manière très évidente à notre commission. Président de la Miviludes jusqu'en août dernier, Georges Fenech dispose en effet d'une expérience unique dans le domaine qui nous intéresse, expérience qu'il a acquise en tant que magistrat, puis en tant que député. Il a en effet présidé la commission d'enquête de 2006 sur l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur les mineurs. Il a également été vice-président du groupe d'études sur les sectes à l'Assemblée nationale. Je rappelle donc à l'attention de M. Fenech que chacun des groupes politiques du Sénat dispose d'un droit de tirage annuel qui lui permet notamment de solliciter la création d'une commission d'enquête. Le bureau du Sénat a accepté la demande du groupe RDSE d'utiliser ce droit pour soulever la question de l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. C'est sur cette base que notre commission d'enquête s'est constituée le 3 octobre dernier. Monsieur Jacques Mézard, auteur de la proposition de résolution qui se trouve à l'origine de la constitution de cette commission, en est le rapporteur. Mes chers collègues, je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander à M. Fenech de prêter serment. Je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Monsieur Georges Fenech, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je jure ». Chers collègues, à la suite de votre exposé introductif, notre collègue Jacques Mézard, rapporteur de la commission d'enquête, vous posera un certain nombre de questions, comme d'habitude, et comme il se doit. Puis les membres de la commission d'enquête vous solliciteront chacun leur tour. C'est bien volontiers, Monsieur Fenech, que je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de m'avoir convié donc à participer, à tenter de répondre à quelques questions. Cette commission d'enquête dont je me réjouis de sa composition et de sa tenue aujourd'hui à un moment où la question de la santé préoccupe au premier chef donc tous les acteurs de la lutte anti-dérive sectaire, à commencer bien sûr par la mission interministérielle que j'ai présidée jusqu'au mois de juin, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et qui m'a amené donc à constater un certain nombre de faits. D'abord, 3 commissions d'enquête ont déjà travaillé sur cette question, et bien travaillé, puisqu'à chaque fois, elles ont donné lieu à des réformes et à des nouveaux dispositifs législatifs et institutionnels, notamment d'ailleurs la mission interministérielle. Et au fond, on peut se féliciter, de mon point de vue, de par l'expérience que j'en ai acquise, effectivement, depuis maintenant plus que 4 ans, une vingtaine d'années, puisque j'ai traité ce phénomène en tant que magistrat instructeur, vous l'avez rappelé, et puis en tant que parlementaire, c'est que la France n'a pas à rougir de son action, parce que elle fait en quelque sorte figure de proue en Europe et dans le monde par les moyens qu'elle met à disposition pour cette lutte contre les dérives de ce phénomène sectaire. Faut-il rappeler, bien sûr, que la mission interministérielle est unique en son genre, que la loi Boupicard est aussi unique en son genre. Quel nouveau, d'ailleurs, quelques récriminations au plan international. Chaque année,
me suis rendu à Varsovie dans le cadre de la grande conférence sur la dimension humaine qu'organise chaque année l'OSCE à Varsovie. J'ai pu constater à quel point il y avait une incompréhension de la politique publique menée par la France en matière de lutte contre les dérives sectaires, un reproche qui nous est toujours fait de porter atteinte à une liberté de croyance, à la liberté de religion. Mais la France continue dans un esprit très consensuel, d'ailleurs il faut s'en féliciter, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, à mettre en œuvre des moyens de protection, notamment des populations les plus fragiles, les plus vulnérables. Je voudrais vous dire très clairement, Monsieur le Président, et je vous le dis vraiment en toute sincérité, malgré tout ce que nous faisons, le combat, il s'agit bien d'un combat pour les libertés, est loin d'être gagné, si tant est qu'un jour il peut être gagné. Je ne voudrais pas faire preuve de pessimisme. J'ai lu avec beaucoup de satisfaction l'intervention de mon successeur, Serge Bisco, que je connais bien, qui a été vice-président également de la commission d'enquête sur les sectes et les mineurs, et qui est fortement impliqué au sein maintenant à la présidence de la Miviludes. Il a fait un point tout à fait exhaustif sur lequel donc, il n'est pas nécessaire que je revienne moi-même sur l'état du phénomène sectaire dans ce qu'il a de plus pernicieux, de plus attentatoire aux libertés individuelles, qui révèle bien qu'au lieu de régresser, ce phénomène est en pleine expansion. La première commission d'enquête, présidée par Alain Geste, avec lequel je m'entretenais tout à l'heure à l'Assemblée, sur l'audition que j'allais mener devant vous, faisait état d'à peu près 172 mouvements, puisqu'ils avaient dressé une liste qui a d'ailleurs soulevé des polémiques, et je suis moi-même partisan aujourd'hui d'éviter évidemment d'énumérer des listes, ça ne sert à rien et ça ne peut que préjudicier au bon équilibre, je dirais, d'une mission interministérielle. Mais néanmoins, nous avons à la mission interministérielle des données, des dossiers. Si on n'a pas de liste sur le paysage sectaire en France, parce que ça n'est pas notre rôle, nous avons quand même une connaissance unique sur ce que représente le phénomène sectaire. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y aurait environ 800 mouvements et pratiques qui nécessitent une vigilance des pouvoirs publics. Vous voyez donc qu'on est loin d'avoir fait régresser le phénomène, mais qu'il est plutôt en expansion. Et le premier sondage en date que j'avais commandé à la Miviludes auprès des services du Premier ministre a révélé, vous le savez, que 20% des Français connaissent dans leur entourage au moins une victime de dérive sectaire. Charlatan, escroc, gourou thérapeutique, comme on peut l'appeler, ce qui, rapporté à nos populations, donc, laisserait supposer assez fortement qu'environ 12 à 13 millions de nos concitoyens ont, à un moment ou à un autre, été victimes d'une dérive sectaire. Vous voyez, c'est loin d'être un phénomène marginal. Il a pénétré toutes les couches de la société, sociale, professionnelle. On a beaucoup fait, je crois, ces dernières années. On a notamment, dans le cadre de cette mission interministérielle, mobilisé au maximum tout ce qui pouvait l'être. Nous avons notamment engagé des partenariats avec Pôle emploi, formation professionnelle. Nous avons publié un guide pratique en partenariat avec le ministère de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Ça rejoint totalement le thème de votre commission d'enquête, puisqu'à travers la formation professionnelle, vous le savez, s'infiltrent des organismes à caractère sectaire qui proposent des formations qui touchent au développement de soi, et donc quelque part à l'individu, à sa, je dirais, à son identité et quelquefois à sa santé. On voit même des organismes proposer des formations diplômantes, d'un diplôme qui n'ont aucune valeur, et tout cela sur fonds publics. On a attiré l'attention de Pôle emploi, du ministère de la Formation. Il y a eu des textes, il y a eu des réformes. Sous le ministère de Laurent Wauquiez, on a renforcé les dispositifs de prévention en matière d'organismes, de déclaration d'organismes de formation professionnelle. On a signé des partenariats avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Nous avons d'ailleurs au sein de la Miviludes
un agent qui nous vient de la protection judiciaire de la jeunesse. Nous avons aussi, ce n'est pas pour faire un bilan positif de l'action qui a été menée ces dernières années et faire de l'autosatisfaction, c'est pour vous dire que malgré tout ce que nous avons engagé, de mon point de vue, le problème y reste entier. Nous avons notamment légiféré pour encadrer et protéger juridiquement le titre de psychothérapeute. J'aimerais bien qu'un bilan aujourd'hui soit dressé. Je crains fort qu'il nous montre que, ma foi, les pseudo-psychothérapeutes continuent d'exercer sous d'autres titres ronflants. Donc ça n'a pas véritablement amélioré les choses. Nous avons aussi créé, mis en place, quand je dis nous avons, c'est-à-dire sous l'impulsion de la mission interministérielle, le groupe d'appui technique auprès du directeur général de la santé. Sous l'impulsion forte, je dois le dire ici, et lui rendre hommage, de l'ancien directeur général de la santé, M. Didier Houssin. Depuis 2009, nous sommes en 2012, 3 ans ont passé, je crois qu'il y a eu 3 évaluations de ces pratiques non conventionnelles. C'est peu, comparé aux quelques 400 PNCVT recensés. Pourquoi? C'est la question que j'ai posée d'ailleurs au nouveau directeur général de la santé. Il y a des difficultés, il y a encore des tabous, il y a encore je suis là pour dire la vérité puisque j'ai prêté serment, donc qu'on ne m'en veuille pas. Je crois que l'intérêt, à travers des critiques constructives, d'essayer de faire évoluer les choses, je pense qu'il y a, malgré des efforts incontestable, il y a encore une certaine inertie de l'autorité médicale, des médecins, des conseils de l'ordre des médecins. Ils disent, vous comprenez, ce ne sont pas des médecins, ils ne relèvent pas de notre juridiction. Non, à partir du moment, on peut avoir un autre point de vue, c'est ce que je me suis efforcé de faire partager, à partir du moment où un individu s'immisce dans l'acte médical, il s'agit bien d'actes médicaux, quand on pose des diagnostics, on propose des propositions alternatives, qu'on amène d'ailleurs le patient qui devient un adepte parce qu'il est sous emprise mentale à un certain moment, à rompre avec le soin conventionnel, on est dans la matière médicale. Je crois que vraiment, il y a là un effort considérable à faire pour que les institutions réagissent sur le terrain et je pense aussi évidemment au rectorat, à l'université. On voit fleurir des universités qui enseignent et qui dispensent donc maintenant des formations très cher payées d'ailleurs pour délivrer des diplômes d'éducateurs de santé qui n'ont aucune valeur et qui peuvent tromper nos concitoyens. Donc, malgré tout cela, malgré tous ces efforts, malgré toutes les formations mises en place, qui sont importantes, auprès de tous les acteurs, la Miviludes se déploie sur l'ensemble du terrain national, et également dans les dom-toms, où j'ai dû me rendre à plusieurs reprises. Vous savez que les dom-toms, c'est quand même 20% à peu près, d'après nos estimations, du phénomène sectaire, alors que la population ultramarine représente environ 4% de la population nationale. Mais bon, ça s'explique par des considérations locales. Malgré tout cela, je dois constater à nouveau, et le dire avec beaucoup de force, que nos dispositifs ne sont pas aussi performants qu'ils pourraient l'être. Et si vous me permettiez, Monsieur le Président, de faire une suggestion, et je terminerai mon intervention liminaire là-dessus, parce que j'en discutais tout à l'heure avec M. Alain Geste, rien ne vaut d'aller voir sur place. Et Alain Geste me rappelait que dans le cadre de notre commission d'enquête, nous avions fait un déplacement dans la communauté de Tabitha's Place, à Sus, dans les Pyrénées, où nous avons découvert, nous étions arrivés de manière inopinée, l'effet de surprise, la commission d'enquête a ce pouvoir, et nous avons découvert quelques 50 enfants vivant de manière quasi autarcique, privés de toute information extérieure. J'avais fait le choix de cette communauté parce que je me souvenais que quelques années auparavant, le petit Raphaël, âgé de 19 mois, était mort de rachitisme par manque de soins. On est dans une communauté qui vit selon les premiers préceptes bibliques,
qui refusent la médecine, que la maladie est envoyée par Dieu. Et donc, il y a là véritablement une mise en danger, notamment des enfants. Les parents ont été d'ailleurs condamnés à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Pau. J'ai voulu voir, quelques années plus tard, ce qu'il en était. Ce qu'il en était, c'est que les enfants étaient toujours privés de soins, étaient toujours dans des conditions absolument hallucinantes, vivant encore une fois dans un autre temps, ne connaissant pas l'Internet, la télévision, ne connaissant rien du monde. Imaginez ces enfants le jour où ils quitteront peut-être la communauté, quelle sera leur désocialisation. Ils n'auront pas accédé à une citoyenneté, et Dieu sait pourtant s'il y a des textes qui les protègent, la Convention de New York de 1959, et je crois que là aussi, on a probablement fait un peu bouger les lignes, mais vraiment à la marge. Les inspections d'académie, ils vont peut-être plus facilement maintenant faire des contrôles. Et vous savez, quand nous y sommes allés, les contrôles s'arrêtaient à l'acquis des connaissances. Et lorsque nous avions pris le relais, les parlementaires, pour avoir une meilleure vision de ce qu'est leur connaissance du monde, et pas uniquement l'écriture, l'orthographe et le calcul, on s'est évidemment rendu compte avec beaucoup d'émotion que ces enfants ne connaissaient rien. Et ensuite, nous sommes sortis, les parents ont réuni ces enfants. Je ne dis pas ça pour tomber dans, je dirais, le larmoyant ou l'émotion, mais c'est bien la réalité. Ces enfants ont entonné un chant américain à plein poumon. Nous sommes partis de là, mais bouleversés. Et ces enfants, à l'heure où je vous parle, sont toujours là-bas. Et sont toujours privés de leurs droits, voyez-vous. Et donc, j'entends bien qu'il y a un respect que nous devons avoir de la liberté d'éducation des parents, mais encore faut-il rappeler que les parents ne sont pas les propriétaires de leurs enfants qui ont des droits propres, et que les pouvoirs publics doivent s'immiscer dans cette relation intrafamiliale. Quand on n'a rien à cacher, après tout, on doit accepter les contrôles. Alors, je pense que, voilà, c'est vraiment, et j'en terminerai mon propos millénaire là-dessus, je crois pouvoir dire que, bon, il faut protéger les adultes. Vous savez, en matière de santé, c'est la liberté du soin. On ne peut pas obliger quelqu'un à se soigner contre sa volonté. On ne peut pas obliger un témoin de Jéhovah à recevoir une transfusion. Très bien. Mais il faut faire œuvre pédagogique, informative, et ça, c'est notre responsabilité. Mais pour ce qui concerne les mineurs, il faut vraiment, vraiment intervenir, parce que c'est notre rôle, les pouvoirs publics, de protéger les mineurs hors d'état de se protéger eux-mêmes. Lisez, si vous le pouvez, le témoignage d'Amonera Van Cleer, qui a passé toute son enfance dans l'organisation sectaire des enfants de Dieu. Son livre s'appelle Purulence. C'est indicible, la douleur de cette jeune femme qui a subi les assauts sexuels, vous imaginez, des tortures, des violences, des privations de tous ses droits, et qui s'en est sortie vraiment par une force exceptionnelle. Et pourtant, cet enfant était scolarisée, elle allait à l'école, personne ne s'était rendu compte de ce qu'elle traversait. Parce que la santé, ce n'est pas uniquement des stigmates physiques, c'est aussi la maltraitance psychologique qu'il faut savoir identifier. C'est pourquoi la Miviludes a publié aussi un guide pratique pour tous les acteurs, de façon à identifier et à savoir comment réagir lorsqu'un enfant subit un traumatisme psychologique. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce que je souhaitais vous dire. C'est un petit peu dans la prolongation des travaux que nous avions menés sur l'influence des sectes sur la santé mentale et physique des mineurs. C'est certainement là-dessus, je crois, qu'il faut véritablement porter notre regard et y accorder une priorité tout à fait importante.